Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Eh bien voilà un sujet qui, j'en suis sûr, chers auditeurs de Sud Radio, vous passionne au quotidien. La fameuse relation entre Macron et Poutine. Un livre est sorti, Macron-Poutine, les liaisons dangereuses. Un petit clin d'œil à Coderlos de la Clos, pour ceux qui l'ont lu. Isabelle Lasserre a donc écrit ce livre, journaliste internationale, pour le Figaro, notamment, ancienne correspondante à Moscou. C'est aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Isabelle Lasserre. Bonjour. Bon, j'ai retenu une chose. Vous dites, alors, vous êtes clair, la volonté d'ouverture avec la Russie a toujours échoué. Une manière de dire, Emmanuel Macron a essayé, mais on savait que ça ne marcherait pas. En fait, c'est Emmanuel Macron et tous ses prédécesseurs qui tous ont essayé de faire des ouvertures à Vladimir Poutine et de redémarrer les relations. Même d'ailleurs, il n'y a pas qu'en France. Barack Obama, c'est une des premières choses qu'il a faites quand il est arrivé à la Maison Blanche. Et à chaque fois, ils se sont heurtés au mur rouge du Kremlin et à un président Poutine qui, au contraire, avait pour but de diviser l'Union européenne et en fait n'a jamais tendu aucune des mains et pas plus celle d'Emmanuel Macron. C'était peine perdue. Mais comme dans chaque couple, il y a du pour et du contre des deux côtés, on va reprendre nos vieux principes. Alors, on s'intéresse peut-être déjà, à Poutine. Vladimir Poutine, dans sa démarche, il est profondément dictateur. Il ne peut donc pas concevoir un dialogue à long terme avec les démocraties occidentales ? Alors, je ne sais pas si... Bon, d'abord, il devient dictateur, mais au début, c'était un autocrate. Il s'est auto-radicalisé au fil des années. Je ne sais pas si on peut avoir des relations avec les dictateurs. Enfin, on parlait à Staline. C'est pas ça la question. C'est que, en fait, il a un projet géopolitique, Vladimir Poutine, dans ce qu'il considère son ancienne zone d'influence, qui est de restaurer une espèce de forme de mélange d'empire tsariste et d'Union soviétique. C'est reconstituer l'URSS finalement. Une certaine forme du RSS, et que ce projet géopolitique est ce qui compte. Ça, avec le fait de vouloir à nouveau se réinstaller comme une des deux grandes puissances mondiales. Il est très nostalgique de la période où les États-Unis et l'Union soviétique étaient les deux grandes puissances face à face. L'époque de la guerre froide, le rideau de fer, etc. Géopolitique et militaire, et ça prime surtout. Donc c'est pas tellement le fait qu'il soit dictateur qui fait qu'on n'arrive pas à parler avec lui, mais le fait que un pays seul, un président seul, comme Emmanuel Macron, n'a pas l'influence et la force suffisante pour influencer Vladimir Poutine. La Chine l'aurait peut-être si elle décidait un jour de le faire, ce qu'elle n'a pas décidé de faire pour l'instant. Ouais. Justement, alors parlons de l'autre côté du couple, Emmanuel Macron. Vous faites un parallèle avec la démarche qu'il a essayé d'entreprendre avec Donald Trump, celle qu'il mène aujourd'hui avec Xi Jinping. Donc là, derrière, il y a la question de Taïwan pour la Chine. Vous dites que finalement, tout ça, c'est voué à l'échec. Macron veut faire du Macron avec des gens qui ne sont pas Macron-compatibles. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché avec Donald Trump, ça n'a pas marché avec Vladimir Poutine. Alors avec Xi Jinping, à l'Élysée, ils pensent que c'est en train de marcher. C'est-à-dire que ils pensent que, et d'ailleurs c'est aussi les Ukrainiens l'ont en partie reconnu, c'est-à-dire que c'est à la suite du contact de la rencontre Macron-Xi Jinping à Pékin que Zelensky a parlé pour la première fois depuis l'invasion. Alors après, il faudra attendre en fait dans les mois suivants pour voir ce que ça peut donner. Moi, je pense que sur le fond, la Chine n'a aucun intérêt pour l'instant à lâcher la Russie. C'est très compliqué parce que Emmanuel Macron, ça ne marche pas. Il a surestimé sa capacité d'influencer un ancien agent du KGB comme Vladimir Poutine, et il surestime, comme d'ailleurs souvent ses prédécesseurs. Sa démarche n'était pas noble selon vous, si elle était noble ou pas? Au début, oui, bien sûr, le fait de parler à Vladimir Poutine, au ddébut, il a eu totalement raison. À la fin, après tous les crimes de guerre, quand on voit que ça ne marche pas, il aurait dû ça a été s'arrêter plus tôt. contre-productif parce que ça a énervé nos partenaires d'Europe orientale. Là où c'est très compliqué, c'est que, effectivement, aujourd'hui, il est impossible, il ne peut pas y avoir de négociation de paix aujourd'hui. D'abord parce que Vladimir Poutine n'en veut qu'au prix d'une reddition des Ukrainiens.
et que les Ukrainiens sont en train de préparer leur contre-offensive dans l'idée de récupérer tout leur territoire. Et puis le mal est fait, le mal est fait voilà. aussi. Voilà. Emmanuel Macron pense à plus long terme, c'est-à-dire qu'il est persuadé que cette guerre se terminera autour d'une table de négociation et que personne ne peut jurer aujourd'hui que Vladimir Poutine ne sera pas autour de cette table de négociation. Alors, pourquoi pas les pays d'Europe de l'Est et l'Ukraine pensent que ce n'est pas possible parce qu'on ne pourra pas avoir de paix durable avec Vladimir Poutine. Je pense, moi, qu'on verra à peu près à l'été. Si Emmanuel Macron a été en fait un président plus visionnaire que les autres, plus réaliste que les autres et finalement plus courageux que les autres, ou s'il a été plus naïf que les pays d'Europe orientale, il est difficile de répondre de manière avec certitude aujourd'hui. Ça amène un tome 2 finalement. Macron-Poutine, les liaisons dangereuses, c'est votre livre aux éditions de l'Observatoire. On vous attend pour le tome 2. Alors ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine ayant duré, évidemment, vous l'avez dit, il a été l'interlocuteur de plusieurs présidents français. Et là vous dites que c'est peut-être François Hollande qui a été le plus efficace. Expliquez. Alors ça a été le plus mou aussi, sans doute. Hein. Mais alors justement, quand ça a été le plus, c'est vrai. En fait, ça a été, je pense, le plus lucide sur Vladimir Poutine. Il a eu le courage. En même temps, ça incombait à ses présidences. Il a eu le courage de rompre, parce que moi je pense que c'était quelque chose qu'il fallait faire, de rompre le contrat des Mistral, des fameux bâtiments, des navires de guerre que Nicolas Sarkozy avait vendus. Oui, parce que juste avant, on avait Sarkozy, le couple Sarkozy-Fillon qui était quand même assez pro-russe. Au début, non. Au début, Nicolas Sarkozy a été assez viril et dur avec Vladimir Poutine. Ça s'est retourné assez vite. Mais ça s'est retourné, voilà. Ça s'est retourné assez vite. Il a construit la cathédrale orthodoxe à Paris et il a vendu les Mistral. Si François Hollande n'avait pas rompu ce contrat, on aurait aujourd'hui les Mistral dans la mer Noire. Ouais. Donc ça ferait quand même assez Donc vous rendez hommage à François Hollande. C'est important de le préciser. Alors toujours dans cette relation Macron-Poutine, il y a quelque chose qui semble sous-jacent en fait. C'est pas cette relation Macron-Poutine vraiment, c'est la relation franco-russe. Ces relations sont particulières entre ces deux pays. La Russie entretient avec la France une relation qu'elle n'a avec personne d'autre dans l'Europe. Oui, il y a une relation particulière. Il y a une relation d'un ancien empire à un ancien empire. Il y a une relation romantique et culturelle de deux pays qui ont brillé dans la littérature, la musique, etc. Et puis alors, du côté français, il y a aussi, ce qui est très apprécié à Moscou, en fait, cette distance que tous les présidents français mettent avec les États-Unis depuis le côté gaulien. Le côté gaulien. Nous sommes un peu indépendants quand même. Le côté gaulien et qui parfois donne à nos partenaires d'Europe orientale une impression assez bizarre d'équidistance et de neutralité, de non-alignement entre une grande démocratie, la démocratie américaine, et un pays qui glisse vers le totalitarisme comme la Russie ou la Chine. Mais c'est très présent en France cette volonté d'être indépendant. C'est aussi parce que c'est plus facile pour la France que pour les autres pays. D'abord parce que la France a une ambition européenne. Tous les présidents, et Macron l'a portée sans doute plus fort que les autres présidents, et donc cette ambition européenne, il la met vraiment à distance des autres grandes puissances en fait. Bon, les auditeurs de Sud Radio, si vous estimez que dans cette relation Macron-Poutine, Emmanuel Macron a été plutôt bon, plutôt mauvais, n'hésitez pas, 0826 300 300. Je reviens à votre livre Isabelle Lasserre, mais je vais le mettre aussi en corrélation avec celui de l'ami Christian Maigrelis, qui a été conseiller d'ailleurs de Mikhail Gorbatchev et qui parle de l'après-chute de l'Union soviétique. En fait, il y a deux options. Il y a la France qui dit à la Russie
qu'elle l'aime culturellement, mais qui ne veut pas faire trop de business avec parce que c'est pas très crédible, c'est du communisme. Et puis les Allemands, c'est le contraire. Et finalement, ceux qui emportent l'addition sont les Allemands qui, eux, ont développé une relation économique beaucoup plus forte. Oui, alors il y a deux pays en France qui ont eu du mal à couper le cordon avec la Russie, c'est l'Allemagne et la France. Je mets la Hongrie de côté, pour des raisons très différentes. Effectivement, les raisons françaises, ce sont des raisons politiques et géopolitiques, et les raisons allemandes, ce sont des raisons économiques, et elles ont été, en fait, l'imbrication avec l'Allemagne était finalement beaucoup plus importante que celle de la France. Alors Emmanuel Macron est très critiqué. Moi, je suis la première à le critiquer dans mon livre. Je confirme. Pour sa relation avec la Russie, mais finalement c'est aussi en partie injuste parce que depuis le début sa position a été assez claire. Elle est à l'égal de la position des Européens, c'est-à-dire que la France soutient l'Ukraine à la fois politiquement, économiquement, militairement. D'ailleurs, un des pays qui soutient le plus concrètement l'Ukraine avec le matériel. Et la position de l'Allemagne a été en fait beaucoup plus ambiguë. Hein. C'est-à-dire que nous, on a eu notre affaire avec les Mistral sous Sarkozy et Hollande, mais l'Allemagne a eu son affaire Nord Stream 2, qui a duré beaucoup plus longtemps et qui a été beaucoup plus difficile en fait à briser. Et aujourd'hui encore, l'Allemagne balance. Bon, il y a une coalition qui fait que les choses avec des hommes d'affaires allemands, mais des hommes d'État voilà, aussi. Puis la coalition, tout le monde n'a pas les mêmes idées, mais l'Allemagne hésite encore. Elle n'est pas si claire que ça. Elle est toujours tentée par un retour du business as usual. Donc en fait, elle est moins claire que la France en fait. Isabelle Lasserre, sur ce que vous reprochez à Emmanuel Macron, il y a bien sûr les conséquences, l'échec évident de la négociation avec Poutine. Maintenant, retournons la carte, il y a aussi avec les partenaires. Il a quand même un moment cité la mort cérébrale de l'OTAN. Vous venez de parler de ce parallèle avec les Allemands. Il a perdu un petit peu dans sa volonté de négocier par rapport à ses partenaires aussi, Emmanuel Macron. Oui, c'est d'ailleurs, à mon avis, c'est la principale critique que je lui fais. Parce que après, sur la fin de l'histoire ukrainienne, on verra qui aura eu raison. Et je pense que l'histoire n'est pas terminée. Moi, personnellement, je ne sais pas de quel côté elle va tomber. Par contre, ce qui est certain, c'est que les expressions utilisées par Emmanuel Macron, la mort cérébrale de l'OTAN, c'est vrai que l'OTAN était en très mauvais état. Bon, aujourd'hui, l'OTAN revit. Mais fallait-il le dire comme ça? Le fait de ne pas humilier la Russie, le fait de dire il faut des garanties de sécurité pour la Russie, alors que le pays qui est attaqué c'est l'Ukraine et qu'on s'attendrait à ce qu'Emmanuel Macron dise il faut des garanties pour l'Ukraine d'abord. Le fait de ne pas vouloir humilier la Russie, tout ça ce sont des petites phrases qu'Emmanuel Macron prononce sans doute parce que lui, il pense qu'il voit à long terme. Donc quand il dit il ne faut pas humilier la Russie, c'est monsieur en même temps, ce qui est et en tout plus sauf c'est monsieur en même temps. Ouais. Le problème, c'est que ça a en fait sapé la confiance que les pays d'Europe orientale, nos partenaires au sein de l'Europe, ont vis-à-vis de la France. Donc en fait, ça a aussi un petit peu pénalisé le projet d'Europe stratégique qui est porté très très fort par Emmanuel Macron. Donc c'est plutôt ça en fait. C'est pour ça que le dialogue avec Vladimir Poutine a été contre-productif. Parce que sur le fond, bon, quand on essaye c'est comme quand il avait essayé de réconcilier les États-Unis de Donald Trump avec les Iraniens sur l'accord sur le nucléaire iranien. On essaye, et puis si ça marche pas, ça marche pas. Il n'y a pas de dégâts collatéraux. Là, c'était contre-productif pour nos partenaires. Alors là où j'ai été un petit peu surpris par rapport à vos arguments, vous considérez que la France n'a pas l'écoute qu'elle devrait avoir par rapport aux pays de l'ex-bloc soviétique. Donc on est bien sûr Ukraine, Géorgie, ex-URSS, mais plus généralement l'ex-bloc communiste, Hongrie, Roumanie, etc. Oui, non, absolument. C'est-à-dire que, en fait, ce que je pense, c'est là où Emmanuel Macron a loupé le coche. C'est que je pense que aujourd'hui, la France peut être leader de l'Europe aujourd'hui. C'est un des deux grands pays de l'Europe. Avec l'Allemagne, même si son économie est en train de décrocher par rapport à celle de l'Allemagne, il lui reste une armée qui tient vraiment la route et la puissance nucléaire, et puis aussi une manière globale de voir le monde, plus que l'Allemagne, ça pour le coup. Donc la France pouvait être le leader de l'Europe en ce moment, mais on ne peut pas être leader de l'Europe
depuis le 24 février 2022 si on ne l'est pas sur l'Ukraine. Or, il est allé très tard en Ukraine. Il a laissé d'autres dirigeants européens y aller avant lui. On a l'impression, avec ce en même temps, on avait eu l'impression d'une hésitation, d'ambiguïté. Là aujourd'hui, ça va mieux, mais on a pris vraiment du retard. Bon, et il faudra faire attention à ce fameux virage de la discussion avec Xi Jinping au moment où le président chinois intervient dans ce conflit, mais a aussi derrière, et vous en parlez dans votre livre, derrière un coin de sa tête, la question de Taïwan. Vous l'avez compris, nous vous invitons à lire le livre d'Isabelle Lasserre aux éditions de l'Observatoire. Macron-Poutine, les liaisons dangereuses. Après Coderlos de la Close, vous avez Isabelle Lasserre. C'était un plaisir moi aussi. De vous recevoir. Demain, notre grand débat dans Bourdin Parlons Vrai sera consacré à l'intelligence artificielle. Tout de suite, une vraie intelligence. André Berkoff, à tout de suite.